TV Liberté, bonjour. Nous sommes tous trois prêts à filer au cinéma. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour Arthur. Bonjour Anne. Qui lance le coup? On filera au cinéma un petit peu plus tard, parce qu'on est en réunion. C'est une image, c'est oui, une j'adore métaphore. les images. Je veux bien commencer par... Voilà. Oui, mais commencer par le meilleur film que j'ai vu, c'est un peu dommage, mais enfin bref. Ah non. Histoire d'un regard à la recherche de Gilles Caron. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Gilles Caron est un photojournaliste qui a travaillé beaucoup pour l'agence Gamma. Oui. C'était un journaliste reporter de guerre, puisqu'il a fait quand même le Vietnam, la guerre des 6 jours, il a fait le Biafra, il a couvert mai 68. Et On va peut-être pas mettre sur quand il avait une sur le même plan. Quand il avait une trentaine d'années, il est allé sur un sentier au Cambodge, parce qu'il tournait aussi pendant la guerre du Cambodge, et on ne l'a jamais revu. Donc il a dû se faire liquider quelque part et enterrer quelque part. C'était quand même quelqu'un qui était un ami de Pardon, qui était un ami de Michel Honorin, je ne sais pas si vous connaissez, le grand de la télévision, qui faisait des grands reportages, qui était connu. Et c'est un film qui a été fait par Mariana Otero, et je lui tire mon chapeau parce que c'est un documentaire qui est absolument magnifique, qui est remarquablement monté. Alors c'est assez drôle parce qu'au début, les 10 premières minutes sont un petit peu difficiles. C'est à la mode. C'est à la mode. Oui, on avait déjà vu. Oui, c'est à la mode. C'est film sur un reporter. Mais il y a eu le reportage, sur la, fille, la résurrection de cette fille. Oui. Mais le problème, c'est qu'ils ne prennent pas n'importe qui. Parce que des reporters de guerre, il y en a quand même pas mal. Ils choisissent. Et celui-là, c'est vraiment quelqu'un qui a fait des photos absolument magnifiques. Alors ça commence, c'est assez drôle. Tout le monde se souvient de cette photo de Cohn-Bendit, une espèce de révolutionnaire en peau de lapin pédophile, qui regardait avec un petit sourire, comme ça, une narquois, le CRS. Oui. C'est lui qui avait fait cette photo-là. Oui. Et alors, elle découpe, c'est assez amusant au départ, mais on se dit, on va s'ennuyer. Elle découpe parce qu'elle montre, voilà, là, il se déplace, il se met là pour avoir tel genre de prise, il fait un petit clin d'œil à Cohn-Bendit pour qu'il regarde. Et elle découpe, si vous voulez, tout ce qu'il a fait pendant 10 minutes comme ça. C'est assez intéressant sur le plan technique. Très instructif. Et puis ensuite, il passe sur la guerre. Vous avez des photos absolument extraordinaires du Biafra. Quand je dis extraordinaire, c'est Jean Auschwitz, avec des enfants, etc. Souvenez-vous qu'à l'époque, tout le monde s'en foutait parce que le pétrole était du côté du Nigeria, donc la sécession du Biafra, ça n'intéressait personne. Et je peux vous dire que vous avez des photos de Gilles Caron. Alors, il n'y a pas que des photos, c'est aussi tourné, c'est en couleur, c'est en noir et blanc. Et vous avez des photos de Gilles Caron qui sont absolument sublimes. Des photos de guerre qui sont fantastiques. Parfait. Donc, pour moi, c'est un très beau documentaire. Très bien. Frédéric. Arthur, pardon. Pareil, ça fait longtemps que vous n'êtes pas également venu, donc j'ai du mal à... un documentaire également, français, qui s'appelle La Cravate. Oui. On entend pas mal parler. L'ouverture, il y a assis dans un fauteuil, on voit Bastien, qui est un jeune, qui a 25 ans, qui est picard, et qui milite au Front National depuis 5 ans. Et il lit un récit, qui est le récit de sa vie, qui est écrit par les auteurs du documentaire, qui sont deux, qui sont Mathias Théry et Étienne Chailloux. Et on est en pleine campagne 2017. Il va s'acheter une cravate, endosser le costume de politicien et faire campagne. Et en même temps, qu'il raconte sa vie, on voit des images à côté de la campagne, et c'est vraiment l'histoire d'un gamin un peu paumé du Nord, qui est un passif. Je ne vais pas révéler parce que tout est dans la dramaturgie du documentaire, qui est un vrai passif violent, et qui découvre ce monde politique, et en même temps qui est plein d'espoir, puis qui chute, puis qui remonte. Donc, en voyant un peu ça comme ça, on pouvait craindre le pire, sachant que les deux réalisateurs ne sont pas connus pour être de droite, sont même plutôt à gauche, même très à gauche. Oui, je crains le pire, oui. Et en fait, pas du tout, parce que tout est fondé sur une voix off, avec des images qui sont tournées à côté, avec des commentaires, avec la personne qui lit son texte, qui commente ce que les gens ont écrit de lui, les écrits qu'il lit sont issus d'un échange qu'il y a eu en amont, plusieurs heures d'enregistrement où il racontait sa vie à ces auteurs-là. Et en fait, il utilise donc des plans larges, des plans fixes. Il gomme complètement tous les passages à côté de la politique, hormis, par exemple, les meetings de Marine Le Pen, il n'en parle pas, les grandes réunions, il montre les images, mais il coupe le son. Ce qui l'intéresse, c'est le personnage. Et il écrit au passé simple, comme pour donner un côté encore plus romanesque, un côté roman photo. Et donc, on plonge complètement dans l'intimité de ce gamin, qui a 25 ans, pour mieux percer un peu voilà, c'est ce qu'il cherche, c'est percer l'intimité par cette audace de mise en scène. C'est quand même un documentaire, on filme quelqu'un qui lit son récit, qui n'est pas écrit par lui, et qui commente ça avec des images de reportage à côté. C'est très touchant, c'est très beau, c'est très bien construit, c'est très très bien écrit, vraiment très bien écrit. Et ils le font sans jugement, quoi. C'est ça qui est intéressant. Alors après, je pense que le film leur échappe
un peu évidemment. Oui. Et en fait, on découvre Oui, finalement le dit que du jeune homme, parce qu'à 25 ans, on n'est pas un gamin quand même. oui, mais il a un passif un peu lourd, même très lourd, même si c'est pas un fils d'ouvrier, quoi. Il est fils un peu de bourgeois, ses parents sont plutôt lettrés, tout ça, mais il a eu un passif, voilà, une enfance un peu difficile. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, on découvre que c'est la politique et notamment le Front National qui en fait la sortie, quoi. La sortie de cette violence, la sortie de tout ça, c'est ce que montre un peu le film. C'est scandaleux, ça. Et donc mais parce que il y a une vraie honnêteté et en même temps un vrai parti pris de faire un roman photo bien écrit. Voilà. Donc c'est un très beau documentaire, donc il ne faut surtout pas s'arrêter sur tous les commentaires qu'ils vont avoir, qu'on a déjà. Très bien. Sur C'est le un titre, très beau film. qui n'attire pas. Très très bien. Mais la cravate, c'est quelqu'un qui met sa cravate pour Oui. endosser le costume de politicien et qui s'achète une D'accord, cravate. non, Et mais c'est vraiment quand ça. on a vu le film, on comprend, mais quand on voit la cravate, bien si on sûr. ne sait pas ce que c'est, Ouais, tout à fait. C'est pas le chaland. Mais vraiment, C'est sûr. j'encourage à le voir parce que c'est très bien fait, très bien écrit, très touchant. C'est un bien. très beau film. Mais quand des gens de gauche ou très à gauche sont honnêtes, ça peut être mais très bien intéressant. sûr. Quand en fait, à Absolument. partir du moment où ils veulent panier le Surtout réel. quand c'est des bons cinéastes. Oui, Ouais. absolument. Eh bien, moi, je suis restée dans mon fauteuil et comme nous avons Canal+ depuis peu, j'ai regardé un film que je n'avais pas voulu voir en salle, qui est La Favorite. Alors, c'est un film assez effrayant. C'est l'histoire de la reine Anne d'Angleterre. C'est une histoire vraie. Et de ces deux suivantes qui rivalisent pour rester dans les faveurs de la reine, la seconde éjectant la première, qui n'est quand même rien moins que Lady Marlborough. C'est fait par un réalisateur suédois ou danois, qui est grec, qui est plein de fantaisie, qui tient la caméra comme personne, qui sait parfaitement créer une ambiance. Mais l'histoire est absolument sordide, puisque les femmes seules sont intelligentes, combatives, et c'est elles qui créent la politique du gouvernement anglais à cette époque-là. Et les hommes sont des pantins, sont des guignols, qui sont agis par les femmes. Et c'est très moderne, ça. exact, voilà où je voulais en venir, Frédéric. C'est vraiment une très bonne anticipation de ce que sera le monde quand les femmes auront pris le pouvoir et réduit à rien les pauvres hommes. La scène la plus monstrueuse, c'est parce qu'on est en pleine décadence. Alors évidemment, je vais vous avouer un truc, à la fin du film, j'étais presque républicaine. Parce que vraiment, cette pauvre reine qui est folle, qui se fait dicter sa conduite par ses deux suivantes, ces parlementaires anglais qui se livrent à toutes les dépravations qui sont absolument monstrueuses. Puis, vous savez, c'est aussi la lutte des classes terrifiante qu'on trouve en Angleterre. Le noble qui est capable de pousser une fille dans la boue pour le plaisir. Ou dans son lit. Ou dans son lit, mais bien sûr, le viol, c'est l'activité favorite et principale de ce film. Et les trois femmes sont des femmes qui ont souffert épouvantablement. La Anne d'Angleterre a perdu 17 enfants, ça fait beaucoup. Lady Marlborough... Alors, Lady Marlborough n'a pas d'excuse à son comportement, c'est la seule. Mais Abigail, la deuxième servante, elle était une aristocrate et est tombée dans la boue parce que son père a bouffé tout son bien. Le sous-titre, c'est mais pas les mégères apprivoisées. Oui. Elles ne sont pas du tout apprivoisées, là, Frédéric, mais c'est le délire de la mégère. Et j'avoue que j'en suis restée les bras tombés devant tant de haine, tant de dépravation, et puis il n'y a plus de mesure, quoi. Alors à vous. Non, c'est la démesure. C'est un peu le principe de son cinéma. Hein. Oui. D'ailleurs, on le voit dans dans ses cadres. C'est toujours des énormes focales qui déforment complètement l'écran. Alors, ce qui est amusant, c'est que là, en plus, il circonscrit complètement son histoire parce que dans le château, tout se passe en intérieur. Dans un château qui est immense, mais qui, en même temps, par sa mise en scène et par ses focales, sont complètement. La chambre et le couloir. Hyper étroite, on est presque claustrophobe, quoi. Ouais. Après, ce film, c'est une grande farce, quoi. En effet, on peut voir, il y a plusieurs interprétations possibles. En effet, je vais vous montrer ce que c'est qu'un monde où il n'y a que des femmes, parce que vous en voulez, quoi. Ouais. En fait, elles sont pires que des hommes.
C'est ça qui est drôle. C'est une farce, il faut le prendre comme une farce, parce que c'est de l'outrance, c'est de la grandiloquence. Oui. C'est une farce méchante, mais plus c'est méchant, plus c'est drôle. Donc il ose tout, il va très très loin. Moi j'ai trouvé ça très très drôle, mais vraiment très drôle. Mais pas involontairement, je riais pas parce que c'était mauvais, je riais parce que je trouvais ça outrancier. Et volontairement outrancier pour que ça soit drôle. Alors un peu on peut ne pas aimer ou pas ce genre, mais j'ai trouvé que c'était d'une cruauté. J'ai pas ri parce que j'ai trouvé ça très vrai, bien que ce soit... J'espère que c'est pas aussi vrai, parce que... Si, la vie des paysans anglais est sordide, la dépravation d'un certain nombre est de taille aussi. Ces pauvres paysans qui mangeaient des racines, comme on dit. Oui, non mais c'est... Je trouve qu'il y a un jeu d'acteur qui est formidable, je trouve qu'il y a une mise en scène qui est incroyable, il y a une musique qui est complètement éclectique, c'est complètement punk, c'est complètement outrancier, il y a une photographie géniale. Ah oui, non, alors voilà, c'est une farce cruelle, le type est méchant, il veut montrer une méchanceté, il s'amuse avec ça, quoi. Faut pas voir ça comme un film historique ou comme un film... bien sûr que non, bien sûr que non. Qui a une idéologie derrière ou qui a une cause, je pense que c'est une grosse farce. Oui, mais enfin, c'est quand très, même très bien joué, quoi. C'était quand même un cri d'alarme. Je trouve que faites gaffe, les gars, parce que si les femmes prennent le pouvoir, vous allez en baver. Dans la façon, non. Sauf que absurde. Non, c'est pas absurde parce qu'il y a un côté, j'essaie de coller au réaliste aussi en même temps. C'est assez fin, quoi. En fait, je montre un truc. On peut voir ça comme un truc très réaliste. C'est affreux, ce qui est affreux, c'est qu'il n'y a pas de complémentarité. Il y a une glace, il y a une vitre entre les hommes et les femmes. Il n'y a plus de... Une vitre sans teint, même. On est dans un monde matriarcal, en fait. C'est en ça que je trouve que c'est... En fait, il part du fantasme des féministes qui disent c'est un monde patriarcal où nous ne sommes que des pantins. Lui, il inverse complètement le truc, où les hommes sont vraiment des pantins. Et sont vraiment des pantins. C'est ça, ils sont vraiment des pantins. La scène où il y a ce type tout nu sur lequel les aristocrates lancent des tomates pourries, là, je pensais pas qu'on puisse tomber si bas. Les pauvres tomates. Les pauvres tomates. À vous, Frédéric, un nouveau film ? Oui, de Régis Froissart, Les Traducteurs. Oui. Alors, Les Traducteurs, c'est un scénario qui aurait pu être extraordinaire. Il s'est inspiré de l'épisode de traduction de Inferno de Dan Brown. Oui. Parce que ce qui avait été fait, c'est qu'effectivement, le réalisateur avait enfermé dans une espèce de bunker toute une série de traducteurs, parce qu'on voulait absolument pas qu'il y ait de fuite. Donc il a repris ce sujet-là, et c'est l'histoire d'un grand éditeur qui est interprété par Lambert Wilson, qui est richissime, a gagné énormément d'argent avec une trilogie. C'est le dernier livre de la trilogie, donc il veut faire une couverture mondiale, une sortie mondiale. Donc il se dit, il faut que j'ai différents traducteurs, il en prend 9. Différents pays, différentes langues naturellement, etc., qui sont mis dans un bunker. Alors bunker qui est un bunker qui appartient aux Russes, là on délire un petit peu avec des gardes armés, etc., etc., mais enfin c'est pour la mise en scène. Et ces gens-là sont en train de faire la traduction. Malheureusement, au bout de 24 heures, fuite sur Internet, 10 pages sont données, on veut une rançon, voilà. Donc le problème, l'enquête, en tout cas, le but, qui parmi tous ces 9, etc. Bon. Alors, le sujet aurait pu être merveilleux. Ça démarre bien, on se dit c'est sensationnel, on va assister à quelque chose un vrai thriller. Très vite, on s'ennuie, parce que c'est bourré d'invraisemblances. Des petits détails, mais quand on voit Olga Kurilenko qui arrive, c'est une des traductrices, elle est là avec une robe blanche, comme si elle était là. Vous avez la petite jeune qui est là avec les mèches colorées, les boucles dans le nez, etc. Il a voulu faire une espèce de typologie qui est caricaturale. Il y a beaucoup de scènes totalement invraisemblables. Est-ce qu'on devine qui a fuité ? Non, c'est impossible. C'est impossible, mais quand vous le voyez à la fin, vous vous dites c'est totalement invraisemblable. Donc l'impossible qui se transforme en invraisemblable. Mais le pire, c'est que Olga Kurilenko joue très mal dedans. Et Lambert Wilson est ridicule. Non. Ridicule. Parce que quand il est en colère, il fait des grimaces, mais c'est épouvantable. Bon. C'est épouvantable comme jeu d'acteur. Bon. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de direction d'acteur, et on est quand même étonné de voir que Lambert Wilson, qui est quand même un bon acteur, qui a fait des tas de bons films, c'est un bon acteur, un bon gauchiste et un bon acteur en même temps, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas capable de jouer
correctement dans ce film. Ça ne l'a pas C'est inspiré. une catastrophe. Frédéric, ça ne l'a pas inspiré. Moi non plus. On a compris. Eh ben, un autre film qui m'a pas trop inspiré également, c'est Le Prince oublié de Michel Hazanavicius, qui était l'auteur de OSS 117 et qui, Oui. son dernier film, c'était Le Redoutable, le biographie sur Oui. Jean-Luc Godard. Oui, Et donc oui, là, il et- s'attaque à un conte pour enfants, avec une volonté de tout parler aux enfants. C'est le Donc conte. c'est l'histoire de Sophia qui vit seule avec son père et tous les soirs, son père lui De raconte qui est une le hist- conte un conte. Oui, Un mais conte, de une qui histoire. est le Ah, conte c'est une invente. C'est une, il invente, ok. Oui, c'est une invention. C'est par un scénario. En fait, c'est même un film de commande. On lui a proposé ça comme scénario et puis il l'a pris parce qu'il trouvait ça intéressant. Donc ça raconte l'histoire de Sophia qui a 8 ans et tous les soirs, son père, donc sa femme n'est pas là, je ne sais plus pour quelle raison, ils sont divorcés ou elle est morte, je ne sais plus, lui raconte une histoire pour s'endormir. Et en fait, quand il raconte l'histoire, les récits prennent vie. Et c'est son père qui joue le prince. Et puis évidemment, la petite fille grandit, et puis il y a de moins en moins d'histoires, et donc le monde merveilleux dans lequel le spectateur était plongé dès que le père lisait l'histoire, s'écroule petit à petit. Voilà. Donc c'est typiquement le genre de film populaire, grand public, familial qu'on aurait aimé, Oui. vraiment. Avec un propos pour chaque âge, des références que les parents peuvent comprendre et pas les enfants tout de suite, et inversement, une inventivité, la féerie. C'est amusant parce qu'il y a une idée assez amusante de départ, qui est le récit imaginaire dans lequel le spectateur se plonge lorsque le père lit le conte, est en fait un studio un peu de cinéma, un peu hollywoodien, avec des acteurs qui jouent. Voilà. Malheureusement, c'est un carton-pâte, le studio qui est mis en scène, et comme le film, tout est cheap, tout sonne faux, tout est creux, tout est mal joué, tout est mal foutu, tout est mal pensé, et surtout il n'y a aucune poésie, aucune féerie, il n'y a même pas un semblant de merveilleux, ce qui est un peu dommage quand on veut faire un Oui. conte. Donc c'est typiquement le film qu'on aurait aimé aimer et qui est malheureusement raté. D'accord. Et mise en scène, Hazanavicius, c'est Ouais, pas mal, non ouais, mais même là, non, c'est Non. pas... Vous avez tous les deux pardon. aimé, non, vous avez vu tous les deux Cuban Cuban Network, Network. Alors, Aimé, il y a des choses intéressantes, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais enfin, bon... Quelle est l'histoire l'histoire, c'est tout simplement après l'écroulement de l'Union soviétique, les anticastristes qui étaient à Miami se disent... On va revenir. Cuba, oui, d'ailleurs c'est vrai que Cuba a pris quand même un coup, mais en se disant, puisqu'il n'y avait plus d'achat de pétrole, de sucre contre le pétrole, etc., ils se sont dit, il faut pousser parce que ça va vite tomber. Et effectivement, ils avaient pas mal de terroristes, parce que le terme c'est du terrorisme. Ça a été tourné à Cuba de toute façon, donc il fallait bien aussi être un petit peu du côté de Cuba, parce que Odilia Assayas le fait, mais c'est très compréhensible. Sinon à Cuba il n'aurait pas pu tourner son film. Non. Donc effectivement, les anticastristes faisaient de l'argent avec de la drogue, trafic de drogue. Il y avait le FBI qui les aidait d'un côté, qui de l'autre côté Les trahissait. les trahissait, ou en tout cas ne voulait pas qu'ils aillent trop loin, parce que quand on veut... Bon, et vous avez comme ça pendant 2 heures et quelques, 2h03, un film qui vous raconte toute une histoire très intéressante, puisqu'effectivement, il y a une personne, Ramirez, qui part comme s'il fuyait Cuba, et qui en fait infiltre les anti-Castro. Il laisse sa femme, il laisse son enfant, Oui, c'est et il y a tout un réseau qui s'appelle le WASP, Network, le réseau de la guêpe, et ils se font prendre finalement, mais donc c'est toute cette histoire, une histoire d'espionnage. Alors il y a des moyens, effectivement, mais c'est lent, c'est long, c'est trop long. Il y a des séquences qui sont trop longues, il y en a d'autres qu'il aurait dû supprimer, et je trouve qu'il n'y a pas de passion. On le regarde, on se dit oui, c'est pas mal, on suit les personnages. Je pense que le plus intéressant, c'est peut-être le jeu, parce que moi j'ai bien aimé Edgar Ramirez, et Penelope Cruz aussi, qui est toujours aussi belle et qui est bonne dans son rôle. Mais j'ai été déçu. Mais c'est pas un mauvais film. Et vous Pareil que Frédéric, j'ai trouvé l'ouverture donnait beaucoup d'espoir, c'est très léché. En plus, Assayas, c'est un bon réalisateur français Ouais, qui a fait ouais. il a fait des trucs très mauvais et des trucs très bons. Et on annonce un film d'espionnage avec le parfum de Havane, le ciel azur, des gueules d'acteurs. Et le problème, c'est qu'il y a une aberration scénaristique dans son film, qui est des trous béants, c'est-à-dire qu'on se retrouve à mi-parcours avec une voix off qui s'intègre pour raconter d'autres personnages qu'on n'avait pas vus avant. On ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas comment. Donc le problème, c'est qu'il joue sur le film d'espionnage, où il essaie de ménager le suspense, puis tout d'un coup, il ne veut plus ménager le suspense, donc il révèle la chose, et puis il se transforme en drame familial du type qui a lâché sa femme, puis finalement, ça repart en espionnage. C'est scénaristiquement affreux, c'est extrêmement mal écrit.
Donc, je rate ça. Il n'y Mais a est-ce pas de que c'est- tension, on se Il n'y perd. a pas de tension, on c'est, est parti. Est-ce que complètement raté. Mais c'est pas aussi c'est difficile plus drame familial, peut-être. à mi-parcours, ça devient en fait, drame c'est ça. familial. Ouais. Mais je pense Oui, qu'il c'est voulait ça. plus montrer un drame familial Ouais. et qu'il l'a mis dans cette histoire-là. C'est ça. Mais je crois aussi qu'il y a le problème de comment dire, du sujet. Faire un sujet sur les anticastristes. Il prend parti. Hein. En montrant que, oui, mais en montrant que ce sont des salauds, puisque ils sont, c'est compliqué. Des salauds, pas toutes. Non, c'est une guerre. Mais ils font du terrorisme, Ouais. effectivement. Oui, ils font du terrorisme, oui. ils en ont fait. Oui, mais enfin, tout ça, c'est la non, mais il réalité. prend parti pour C'est-à-dire- Castro. En mais il disant prend que parti trafic- pour Oui, Castro. il prend oui. parti pour Mais Castro. Mais à attends, partir il du a moment où il tourné. fait ça, il peut faire un film d'espionnage là-dessus. Tout Ouais. à fait. Et il a Sauf qu'il tourné le à fait pas. Cuba, donc il est, pas, bien sûr. il est obligé de Il a les prendre parti. autorisations. Castro, il a les C'est autorisations. c'est pour c'est ça marrant. qu'il a les MiG, c'est joli Ouais, les c'est MiG. vrai. hein, Non, ça, mais il y a c'est longtemps que je n'avais pas vu à des Bien. belles l'écran. images, il y a des bons trucs, mais C'est haché, c'est... Le voilà, dernier, voilà. le lion. Ah ben, le lion, c'est un peu une erreur parce que je m'étais trompé de séance, quelque chose qu'il faut que je regarde. Donc je me suis dit, je vais aller voir le lion avec Philippe Catherine et Danny Boone. Bah, c'est exactement ce qu'on pense, quoi. C'est pas un lion, c'est un âne, c'est un veau, c'est tout ce qu'on veut. Mais c'est Quelle est ridicule. l'histoire Bah, l'histoire, c'est l'histoire d'un médecin, Oui. qui est Danny Boone, là, médecin psychiatre. Il reçoit Philippe Catherine, qui est quand même un petit peu allumé. Donc, mais l'autre lui fait croire qu'il est un espion. Alors, il y croit ou il n'y croit pas, mais toujours est-il que si, il y croit, et il dit, bon, bah écoute, je te garde pas en asile psychiatrique, mais tu vas m'aider pour aller rechercher ma fiancée qui a été enlevée. Vous voyez, le niveau. Ah ben, c'est le niveau, quoi. C'est vraiment le lourdingue tel qu'on est capable de le faire. Mais c'est la deuxième fois. Moi, j'ai vu cette semaine un film qui s'appelait Le Bon Plan avec Danny Boone. Et c'est une fille qui suit. Elle veut épouser un homme qu'elle aime. C'est un médecin. Bon, mais dans sa famille, il y a une malédiction. Tous les premiers mariages ratent. Donc, elle veut faire un premier mariage avec un inconnu pour pouvoir se marier après avec le deuxième, avec le bon. Et c'est Danny Boone, le crétin qu'elle suit. Alors là il joue dans le film, parce que jusqu'à- c'est pas lui qui a fait le film. Parce qu'en général, quand il fait un film, soit bon ou mauvais, de toute façon, il est sûr de faire 2 ou 3 millions d'entrées. Mais là, c'est Ludovic Colbeau-Justin, donc je ne connais pas du tout cette personne. Je pense qu'elle devrait faire, je sais pas, de la télévision. Bon, le New Pop, vous Bah, nous justement, on parle de conseillez la télévision, non, parce que maintenant, la télévision, les grands réalisateurs viennent à la télé. C'est Vous nous une conseillez The pointe New Pop. qui est Vous nous Exactement, conseillez je The New conseille. Pop. Alors, le nouveau pop, puisque Alors, nous c'est la sommes... Très suite bonne chose. de En The France. Young Pop. The Young Pop Oui. est une première série qui est sortie en 2007. C'est Oui, oui. Paolo Sorrentino qui fait ce film. Oui. Cette série, Paolo Sorrentino, à mon sens, fait partie du top 5 des plus grands réalisateurs aujourd'hui. Mhm. C'est un réalisateur italien qui est complètement dans l'affiliation de Fellini. Mais c'est lui lui qui a qui avait fait commis la La Grande Bellezza. La Grande Beauté. Exactement. Et qui était un À film Rome. merveilleux, qui a fait Divo, qui a fait The Young, qui a fait plein de films, qui est complètement fellinien. Il est vraiment dans cet héritage-là. C'est un baroque classique, ça qui est très intéressant chez Sorrentino. Bref, donc là, il se met à la série avec The Young Pop, donc, qui est la première saison, qui s'est sortie en 2016. Oui. Donc là, aujourd'hui, on a The New Pop, qui est la suite, Mhm. et donc qui raconte... c'est très compliqué de raconter Sorrentino, parce que ça part dans tous les sens, et qu'en plus, on dévoile un mystère qu'il ne faut pas dévoiler. Mais en gros, c'est en 2016, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait des bandes annonces qui étaient habilement distillées par Canal+, on voyait Oui. un nouveau pape, Pie XIII, Oui, oui. joué par Jude Law, pape moderne qui fume des clopes, qui boit Uh-huh. du coca de chéri. Les modernes étaient ravis, les cathos flippaient. Et ça a commencé, en plus, scène d'ouverture, premier discours de Pie XIII, c'est une ode à la masturbation, au mariage homosexuel, à l'euthanasie et tout ça. Sauf que Pie XIII se réveille en sueur. Et le premier acte qu'il fait, s'il veut voir le préfet de la congrégation pour le clergé, il découvre qu'il est homosexuel, il le dégage. Il le vire, au revoir monsieur. Voilà. C'est Sorrentino. C'est-à-dire, alors, il ne faut pas prendre ça comme un film politique qui va donner un ton, c'est pas ça. Mais c'est pas du tout le film anti-catho, Non. certains, voilà, et c'est pas C'est ça que le j'avais film dit. non plus qui est une charge contre l'Église. C'est un film qui est déjà merveilleusement esthétique, qui est d'une beauté, la photo est merveilleuse, il y a toujours une musique extraordinaire, des acteurs splendides. Et ce qui est intéressant, c'est Sorrentino, mais il le dit à chaque fois dans tous ses films, c'est ça, lui, il veut chercher le beau partout. Même dans le mauvais, il va chercher le beau. C'est toujours l'élévation, quoi. C'est l'esthétisme pour révéler le mystère chez Sorrentino. Donc on a ça dans The Pie XIII. Donc évidemment, c'est un peu le grand 8 avec lui. On passe d'un épisode, on est comme ça, puis après on est comme ça, puis il joue avec nous, quoi. Mais c'est toujours, ce qui est intéressant, c'est qu'il ausculte l'homme, il ausculte ces hommes d'église dans ce Vatican, qui sont toujours entre le bien et le mal, évidemment, mais c'est toujours Dieu qui gagne à la fin chez Sorrentino. C'est toujours Combien comme ça. d'épisodes? Parfait. 8 et 9. 8 dans le premier, Ça- 9 dans le deuxième. Alors, j'ai pas vu les 2 derniers de The New Pop, ça se trouve être catastrophique.
Ça me rappelle Je pense pas. le film sur le miracle, il Miracolo, Ah ben oui. qui était extraordinaire. Ah ouais, avec tout à fait. ce portrait de la société politique romaine Ah, mais aujourd'hui, c'était, oui, tout à face fait. à une apparition. C'était la série aussi, ça, oui, c'était Miracolo. une série. Oui. Il y en a eu 4 Ah ouais, c'est une très belle que j'ai- série qui est que j'ai vue qui était merveilleuse. qui m'avait ébloui. Mais qui est moins belle encore. Oui. C'était une série magnifique, mais là on est dans Là, un on niveau est- encore au-dessus. de- quoi. bien sûr. Et puis vous avez Jude Law qui joue le pape, John Malkovich qui joue Oui. un autre, Oui, oui. notre pape, je ne vous dirai pas pourquoi, Ouais, c'est vrai. Cécile de France qui est généralement vue aussi belle et aussi bonne actrice, Ludivine Sagné qui joue dedans. Il y a c'est des personnages charmants, c'est punk, parce que Jésus était un punk, donc le pape va être punk. C'est en même temps, c'est dandy, et en même temps, c'est complètement réac. Et c'est un mélange félinien, voilà, merveilleux. C'est-à-dire qu'ils ont un don pour sentir une époque. Ils ont un don Ouais. pour. Ah ouais, la Grande Bellezza, c'était ça, quoi. Qui Ouais. était la suite de la Dolce Ouais. Vita Oui, 30 oui. ans après, mais qui en Ouais. même temps était la critique de l'Italie, quoi. Là, c'était Absolument. la high société Et en romaine même- aujourd'hui. Et en même temps, je ne l'ai pas vu celui-là, mais enfin, j'en ai vu d'autres, Sorrentino. C'est quand même un cinéma italien et on se dit personne d'autre peut faire Ah bah, ce genre Absolument. de bien sûr. Sorrentino qui est un grand, et Dieu merci, j'espère Ça, qu'il y en c'est aura sûr. d'autres, parce que le Ouais. cinéma italien a eu un creux pendant 15 ans ou 20 ans. Absolument. Alors que c'est un cinéma c'est l'Italie extraordinaire, parfaite. extraordinaire. Il y a que lui Ouais, qui ouais. sait faire ça, quoi. Et en plus, après, nous, on s'est quand même rencardé, parce qu'on a fait un petit dossier pour l'incorrect. On n'est pas spécialiste du Vatican, donc on s'est renseigné auprès de curés, auprès de spécialistes. C'est réglo, quoi. Il y a pas le type s'est bien renseigné, bien entouré, ou lui-même est très connaisseur, même dans ses citations latines de ses messes en latin, il n'y a pas une erreur, il n'y a rien. Voilà, Ah, c'est c'est un bon, grand. c'est cachère. comme on Bon, dit, eh quoi. ben, merci beaucoup Arthur, parce que vous voyez, jusqu'à présent j'avais freiné les. Mais attention, fers. c'est déstabilisant. Hein. C'est Sorrentino, donc on fait le grand 8 avec lui. Hein. Très bien. Alors, je résume. Vous avez aimé l'histoire d'un regard, la cravate et la favorite. Bah, si vous voulez acheter le DVD, oui. Si vous voulez acheter le Si DVD. vous voulez rire. Le film Bon. de Assayas, on peut aller le voir, Cuban même si c'est Network très décevant. sur mais Castro. il y a quand même quelque chose, c'est un divertissement aussi pour les Oui, gens. Et nous avons évoqué Mettons-nous, aussi les traducteurs, le lion Ah oui, non, mais à ne pas voir, ça et- c'est à fuir. hein. et le Attention. prince oublié, les trois À que oublier. vous, que À vous, oublier. que vous déconseillez. Exactement. Merci beaucoup à tous les deux et à très vite, j'espère. Amis de TV Liberté, au revoir. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir ce matin Martin Pelletier pour un livre qui s'appelle La Révolution arc-en-ciel en marche. Notre réalisateur a eu l'heureuse idée de choisir cette photo, cet arc-en-ciel avec cette croix, parce qu'en réalité, l'arc-en-ciel est dans la Bible. Oui, l'arc-en-ciel est dans la Bible, dans la Genèse même. Dans la Genèse. C'est l'arc, le symbole de l'alliance de Yahvé avec les hommes, tout simplement. Voilà. Et c'est très bien cette petite photo, parce que précisément la révolution arc-en-ciel actuelle est une révolution, on va en parler, avant tout spirituelle, ou au bout du compte spirituel, et qui est une croix. Et c'est vraiment, ça montre le problème, puisque cette révolution spirituelle est fondamentalement antichrétienne. Elle est fondamentalement antichrétienne, vous avez absolument raison, fondée sur ces vers de Victor Hugo que vous citez dans votre livre. Les hommes du passé, noirs athlètes du mal, marchaient vers leur but sombre en leur sentier fatal. Et ça, c'est les chrétiens. Et Les maintenant, chrétiens. ils sont sur leur sentier lumineux. Alors, disons tout de suite que vous avez un humour et que j'aime beaucoup. Et la phrase qui m'a fait le plus rire, c'est les athées comme des tasses. Je pourrais plus C'est voir. simple. C'est simple, mais Ça fait c'est très sourire. efficace. Et puis ça repose, si vous voulez. On vous remercie. Alors, je vais reciter vos livres précédents. Vous nous les donnez. Parce que vous êtes quand même
Ça fait longtemps que vous le labourez. Un vieux. Vous labourez ce terrain de l'information et de l'analyse sociétale depuis quand même quelques années. Et je rappelle les titres de vos livres pour ceux qui viendraient de naître à notre télévision, comme disait Jean Ferret. J'ai choisi La Bête immonde. À quoi sert l'histoire ? Shoah Story, 20 bonnes raisons d'être anti-américain, l'antichristianisme juif, qui instrumentalise l'Église, les Mayas au risque de l'histoire, Sarkozy, la République et les religions, le journal d'Oussama Ben Laden, la pensée de Johnny, Yves Saint-Laurent, l'homme couleur de temps. Et La fin de l'homme blanc, qui est ce roman pour lequel vous êtes venu dernièrement à ce micro. Alors, vous rendez hommage à 2 personnes dans cette préface. Qui sont ces 2 personnes, Martin ? 2 personnes. L'une est Éric Delcroix, que tout le monde connaît, qui est un juriste, oui. Et qui m'a servi parce que moi, je ne suis pas juriste et je ne comprends rien au droit. Et c'est quelqu'un qui est bien établi pour, justement, l'honnête homme qui n'a pas de lumière particulière, la perversion du droit actuel et comment on peut révolutionner une société par le droit. La deuxième personne est Pascal Bernardin. Alors là, Pascal Bernardin est quelqu'un de très particulier, mais qui travaille à long terme. Il a publié en 1998, si je ne me trompe... Oui, un livre énorme. Un livre énorme. Et prémonitoire. Illisible, il faut bien le dire, avec plein d'intégrales, plein de textes de l'ONU longs comme ça, qui s'appelle l'Empire écologique. Tout ce qui s'est passé depuis était dedans. Toute la subversion par l'écologie était dedans. Tout le totalitarisme. Il y a un très, très joli livre de Gottfriedi, qui est un Belge libéral, sur le totalitarisme écologique. Et bien, c'était déjà dans Pascal Bernardin. Bernardin il travaille comme ça pour l'éternité, probablement. Ad majorem gloriam Dei. Ad majorem gloriam Dei. Indiscutablement. Et puis cet empire écologique qui est du même voilà, il a écrit aussi quelque chose d'assez intéressant, qui est un peu plus difficile, qui est Machiavel pédagogue, c'est comment on fait passer toute une subversion de la société par la pédagogie et par les textes des grandes institutions internationales. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé. La perversion de l'enseignement, qui est évidemment le b.a.-ba quand on veut changer de société. Il faut s'occuper des jeunes. Alors, comment vous est venue cette idée d'arc-en-ciel pour analyser notre société ? Eh bien, je suis parti simplement de ce que je voyais. Et les philosophes ont tendance à partir de ce qu'ils pensent eux. Et par exemple, ils pensent que il y a une révolution cosmopolite. Alors ils parlent de cosmopolite. Ou bien ils pensent, si ce sont des marxistes, que nous sommes en pleine crise hyperlibérale. Ouais. Puis je ne veux pas embêter le public, chacun a sa sauce. Moi je suis parti du terrain. Comment se nomment les gens ? Au départ, il y a eu justement les pacifistes qui ont pris le drapeau arc-en-ciel. Ensuite, vous avez eu les LGBTQ qui ont pris ce drapeau arc-en-ciel. Ouais. Ensuite, vous avez évidemment la nation arc-en-ciel de Nelson Mandela et sa femme Winnie. Donc, et enfin, vous avez également les Verts qui, au départ, ne sont pas arc-en-ciel. Il y a le Rainbow Warrior qui a été coulé en Nouvelle-Zélande et il y a le Rainbow Flag. Donc, ces gens-là se réclament tous de l'arc-en-ciel. Toutes ces subversions qui sont en synergie se réclament de l'arc-en-ciel. Et si on regarde les choses, on se rend compte qu'ils ont les mêmes militants et les mêmes, notamment un tic d'extrême gauche rouge comme Cohn-Bendit est devenu EELV par la suite. Donc ils ont les mêmes militants, ils ont les mêmes méthodes et ils ont le même but. Ils sont objectivement une révolution. C'est pas moi qui l'ai décrit, c'est pas moi qui l'ai voulu, c'est pas moi qui l'ai synthétisé. Ils forment une révolution synergique.
Ils veulent, encore une fois, la fin de... Ils veulent la fin de nous, en gros. C'est-à-dire qu'ils veulent la fin du mal, de l'Occident. Du mal hétérosexuel blanc. Ils veulent la fin de l'Occident, de l'Europe. Et ils veulent la fin, évidemment, de la chrétienté. C'est dans la suite, surtout. J'ai des gens, la suite en route. Et c'est là que je sortirai les textes qui montrent que la fin du christianisme est programmé par l'ONU à travers le totalitarisme vert. Voilà. Mais c'est clair, hein, ceux qui sont dans le viseur, c'est vous, c'est moi. Oui, ça, j'en avais tout à fait la sensation. Et je ne suis pas seule. Alors, vous montrez très très bien comment, dans l'écologie, par exemple, il y a un fourre-tout tout à fait étonnant. C'est à la fois, ils sont pour la nature, soi-disant, ils inventent le trou de l'ozone, vous réglez son affaire à ces fameux trous de l'ozone, vous êtes bien clair là-dessus. Donc il ne faut pas tout avaler, il faut faire très attention à ce qu'on mange, mais par contre ils sont pour l'avortement. Donc ils sont pour la pilule qui pollue les rivières, qui stérilise tous les poissons de la terre, de la mer, et donc il y a une espèce d'incongruité, de contradiction, mais ça les gêne pas. Cette contradiction, incongrue, comme vous le dites, signale et avoue la révolution. Parce que, effectivement, vous le dites, vous parlez de ce qu'on appelait le trou de la couche d'ozone, la couche d'ozone, mais on pourrait parler de l'hiver nucléaire, on pourrait parler des pluies acides, on pourrait parler du réchauffement du climat par l'homme. Tout ça, ce sont on dit maintenant des fakes, hein, donc des erreurs, des fausses nouvelles. Mais tout ça sert effectivement à habituer les esprits à se plier au totalitarisme qui vient. Mais là ce qui est très frappant, c'est que par exemple, le programme de EELV, on pourrait penser qu'il s'occupe de gestion forestière ou de nettoiement des océans, mais effectivement, on voit. Vous parliez de l'avortement, mais il n'y a pas que l'avortement, il y a l'eugénisme, il y a aussi le mariage pour tous, il y a tout ça. Tout ce qui n'est pas normalement dans l'objet social, en fait, s'y trouve. Donc ça veut dire, encore une fois, ça avoue qu'il y a une seule révolution et que tous les militants vont dans ce sens-là. Et à l'inverse, vous trouvez comment dirais-je, il y a une organisation internationale qui s'appelle l'ECE, et je suis allé voir sur son site, et il y a je pensais donc, ECE c'est économique, hein, oui. et je pensais donc qu'on parlait d'économie. Et maintenant vous avez un lien vers le gender, vous avez un lien vers ceci. Oui, voilà. Donc il y a bien cette synergie des subversions. C'est ça, c'est tous les fleuves doivent mener à cet avenir riant et merveilleux. Le New Age. Le New Age. Ce qui est très intéressant aussi, c'est Martin Pelletier, c'est que vous nous montrez comment on apprend aux hommes et aux femmes, bien sûr, à marcher dans les clous. Et vous montrez comment toutes ces lois sur la réduction de la vitesse sur les routes est une façon de soumettre chacun. Oui, c'est l'objectif et la méthode principale, toujours soumettre. Alors on vous soumet notamment, il ne faut pas manger de viande parce que c'est mauvais pour le climat, hein. Et de la même façon, il ne faut pas aller plus de 80 km/h parce que c'est dangereux, etc. Tout ça n'a évidemment aucune espèce de consistance, on l'a vu pour le climat, mais pour la sécurité, les Danois sont repassés de 80 à 90 au contraire, sans mauvaises conséquences pour la sécurité. Et vous avez maintenant, on pense même immatriculer les vélos. Tout ça, c'est pour... Oui, immatriculer les vélos. Là, ça, on sent que ça vous énerve, ça. Mais bien sûr, c'est comme le puçage aussi. Et puis quoi encore? Oui. Voilà. Après le vélo, ça sera nous. Mais bien entendu. Sûr. Donc ça n'a pas d'autre objectif que ce qu'on appelle indûment le contrôle social et ce qui s'appelle en français la domination, la maîtrise des esprits et des hommes. Voilà, c'est donc, encore une fois, des petits moyens d'un immense totalitarisme. Mais
à mon avis, beaucoup plus grave, mais on va en parler probablement, c'est le biais de l'école qui fait ce que j'appelle des balilas de l'arc-en-ciel. C'est-à-dire, les balilas, c'était les enfances mussoliniennes. Et ben, nous avons, l'enfance de Blanquer, l'enfance de Payon, l'enfance de Najat. Nous avons des enfants maintenant qui rentrent chez eux en disant « Maman, il faut faire comme ça ». Et bien sûr, ils sont à la fois des prescripteurs, des matons, et des matons. Des dénonciateurs. Des dénonciateurs, voilà. Bien sûr, oui. Comme à Pékin, pendant la Révolution. Exactement. Maoïste. Nous sommes dans... Et c'est ce que je n'ai pas peut-être assez dit, c'est que cette révolution arc-en-ciel, c'est pas un mélange, c'est une synthèse du totalitarisme de tout ce qu'on a vu. idéologique soviétique d'un côté et du totalitarisme pratique des États-Unis. On a toutes les tares et toutes les forces. Parce qu'évidemment, par exemple, quelque chose qui n'existait pas à l'époque, c'est l'Internet. Qu'est-ce que c'est qu'Internet ? Tout le monde est complètement fiché sur Internet. Et ensuite, on parlait du temps de, comment s'appelle-t-il, de notre ami Orwell, de Big Brother, l'homme, le grand frère qui regarde tout. On n'a pas besoin de Big Brother. On a des Little Sisters et des Little Brothers qui regardent en permanence et qui signalent les contenus qui ne vont pas. Nous sommes dans un totalitarisme participatif qui n'a jamais existé, une efficacité extraordinaire. Et Pardon. En plus, vous citez Orwell, nous avons maintenant le quart d'heure de la haine, ou alors le quart d'heure de l'anti-haine, mais qui se permet de haïr ceux qui haïssent. Donc on est dans la haine de toutes les façons. C'est un faux cul absolument parfait. La haine, c'est la grande affaire. Hein. La morale, c'est déterminer les haineux. Voilà, je dénonce les haineux. Et je leur interdis de vivre, et je leur interdis de publier. Parler, bien entendu. Et le publier, journal... on peut encore. Enfin, si on trouve un éditeur assez fou pour perdre de l'argent. Mais ensuite, à part 2 ou 3 endroits, comme ici, on ne peut pas parler, on ne peut pas diffuser. Rivarol. Où vous écrivez de bons articles. Ah, ça, vous savez que c'est un secret. Oh, pardon. Vous savez que c'est un secret. C'est effrayant. Surtout quand on sait qui fait cette loi Avia. Enfin, c'est tout de même... Alors, la haine, c'est quelque chose qui est extraordinaire, puisque on appelle crime de haine, parce que c'est une translation directe de l'anglais, hate crime. Ouais. Mais en anglais, crime, ça va de la contravention au crime de sang, ça ne veut rien dire. Donc, je raconte une anecdote dans le livre, tout à fait stupide, c'est que la police britannique s'entraîne à repérer dans la rue le sifflet. Quand quelqu'un siffle une femme, c'est devenu un hate crime. Voilà. Alors qu'au contraire, c'est un signe d'admiration. Ah oui, pour moi, si je savais siffler, je sifflerais, mais je siffle pas, je souris simplement. Ça m'est arrivé quelquefois, quand j'étais jeune et belle, je me suis toujours retournée en souriant, mais ça, c'est un problème d'excès de féminité, je pense. Voilà, mais actuellement, tout peut être décrété par la révolution arc-en-ciel comme un hate crime. Le fait, parce que on a oublié de parler, dans les révolutions synergiques, dans les subversions synergiques, il y a le féminisme qui est probablement l'une des plus belles sottises qui existent, mais qui est très 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 rude. On ne peut plus aujourd'hui échapper à la vindicte du féminisme. Non. Mais je crois qu'il y a une des personnes qui me plaît le plus, c'est Sibeth Ndiaye, parce qu'elle condense toutes les justement, toutes les subversions. Ben voilà. Puis il y en a d'autres. Il y a une phrase de, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Georges Paul-Langevin, qui est guadeloupéenne et qui est avocate et qui a été un ministre, elle était rouge. Il était rouge. Non. C'était un ministre de... Il n'était pas c'était communiste. Un ministre féminin, c'est une femme. Oui, mais... Georges Chanzès. Oui, mais communiste, non? Non,
socialiste Oui. comme son... Et quand il y a eu l'affaire de Rugy, vous savez, ce ministre qui avait des homards, enfin c'est très compliqué, hein, je ne rentre pas dans le détail, hein. Mais à un moment donné, quelqu'un a dit, il a été blanchi. Et elle a fait un tweet, hein, mais c'est pas une blague, c'est pas un fake, c'est pas une blague. Elle a fait un tweet disant que c'était scandaleux qu'on dise ça, parce que dire qu'il a été blanchi supposait que l'accusation l'avait noirci et qu'il fallait en finir avec ce vocabulaire qui associe systématiquement le noir au mauvais. Maintenant, on peut pas dire je suis dans une mer de noir. Non. On peut dire donc, je suis une mer de sombre. On peut pas dire les années noires de notre histoire. On peut plus rien dire. Il faut dire nauséabond. Nauséabond, c'est mieux. Et il faut dire il fait réviser. nauséabond comme dans le cul d'un nauséabond. Voilà. Il faut réviser notre vocabulaire Voilà, non, entièrement. Mais tout est comme ça. Et ça, c'est très soviétique, hein, le soviétique. vocabulaire qui est complètement normalisé. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez de faire? D'être vigilant, qu'est-ce que vous nous conseillez? Je vous conseille d'abord de voir ce qu'il faut voir et de dire ce qu'on voit avec nos mots à nous. Ça, c'est le premier stade. C'est Ensuite, utiliser notre vocabulaire, parce que l'esclave parle la langue du maître. Absolument. Alors, le maître, c'est l'anglais, mais c'est aussi celui qui veut nous imposer ça. Et donc, il faut commencer Son par idéologie. ne plus faire d'anglicisme, hein, et de parler donc, d'utiliser nos mots. Ensuite, eh bien, que faire? Je crois que j'ai une stratégie politique que je ne vois appliquer, que je n'ai jamais vu appliquer. C'est pas d'ennemis à l'extrême droite. Je veux dire que c'est pas la peine de se chamailler les uns contre les autres. Qui, par les temps qui courent, n'est que la droite. Oui, Parce qu'il n'y a plus de l'extrême droite. L'extrême droite commence des radicaux socialistes des années 50 sont aujourd'hui à l'extrême droite, il faut bien le dire. Non, mais je veux dire, Le titre de mon quotidien ce matin, c'est Macron, la base de Macron maintenant n'est plus à gauche, elle est à droite. Donc la droite qui sert de base Évidemment. à Macron, c'est quand même plus une droite. Donc c'est pour ça que je vous dis l'extrême Bien droite sûr. n'est qu'une droite. Il faut que les gens cessent de se chamailler, disons Bien sûr. Il y a des gens qui traitent les autres de nationaux sionistes, l'autre de Nasbrock. Tout le monde, tout fait ventre. Si on se repart 20 ans derrière, si des gens comme Jean-Marie Le Pen, Bruno Maigret, etc., c'était peut-être pas chamaillé comme ils ont fait, ça aurait peut-être donné un meilleur résultat. C'est sûr, voilà. bien sûr. Surtout Mais aujourd'hui, aussi bien Marion que Marine, que tout ça, il faut qu'ils se mettent ensemble. Et voilà, c'est très sûr. simple. C'est Que sûr. l'incorrect se mette d'accord avec Rivarol. Je sais que ça va les faire Ça va crier. être très dur. Mais ça, ils crieront. Et alors, ils crieront, et dans 20 ans, dire ah, dommage, voilà. C'est comme ça toujours. L'extrême droite est la plus bête du monde. Je voudrais Voilà. terminer par... vous faites un hommage à propos d'écologie à Alexis Carrel. Vous dites que votre père vous parlait. Alors, il y avait Alexis Carrel. Carrel, oui, Carrel. oui, c'est ça. Oui, qui était c'est plutôt grand-père, ça. Papa, ils m'ont emmené dans la forêt, parce que pour voir les plantes, c'est très intéressant, beaucoup plus que là. Mais c'est vrai qu'Alexis Carrel, à l'époque, avait été un très grand médecin, mais n'avait plus comment dirais-je, n'avait plus de notoriété. Les années 60, vous êtes trop petite pour vous en souvenir, mais les années 60, c'était le règne du formica et du béton. Tout le monde, c'était aussi bien à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite que chez les gaullistes. C'était le progrès chantant. Et nous n'en sommes pas sortis. Et nous n'en sommes pas sortis. Parce que si on regarde au fond des choses, ce que nous réserve cette révolution arc-en-ciel, c'est le progrès. Ce sont des progressistes. Vous citiez tout à l'heure Victor Hugo. Nous sommes dans Victor Hugo, comme disait Le Pen dans ses mémoires. J'aime beaucoup Victor Hugo poète, mais comme Ah non, mais t'es un crétin. On est ahuri de la somme de bêtises qu'il a pu dire. Comme orateur politique, c'est un crétin. Oui, Jean-Marie dit des choses très vraies, souvent. Merci beaucoup, Martin Pelletier, et à très vite. Alors, pour la suite. La suite, c'est en route, c'est en route.
Je rappelle, Martin Pelletier, La Révolution Arc-en-Ciel en marche, c'est chez DIE, Diffusion Internationale. Édition. Dommage qu'il n'y ait Édition. pas universel, parce que ça aurait fait Dieu. Merci Martin Pelletier et à très vite.